Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Livre Aventure TV. Et ce soir, c'est un premier essai sur Les Veilleurs aux éditions de Architectura. Et l'auteur, c'est Goual Schmet et illustration de Guillaume Tavernier. Donc, je vous invite à voir cette première vidéo. Je ne vais pas relire l'ensemble des textes, mais je vais directement aller au paragraphe numéro 1. Je vous rappelle que je joue le rôle de Thrall Gaillan. Donc un primordial, lui est dans la faction des Titans, et donc son souhait le plus intime, c'est de ramener à la surface de la Terre les Titans grâce à des portails, hein, et donc un séisme a eu lieu à Morneval, dans les environs de Morneval, et on va chercher à savoir si peut-être ce séisme pourrait nous permettre de ramener à la vie ou réveiller un titan. Il y aura 3 autres factions, donc il y a les porteurs, qui eux sont chargés de fermer les portails pour éviter le retour des titans, et c'est donc le rôle de la faction antagoniste que j'aurais pu prendre, mais que j'ai pas pris sur cette partie. Nous avons le baron qui a des options mercantiles, et donc va chercher à s'approprier le portail dans son intérêt personnel. Et puis pour finir, l'ordre qui, comme son nom l'indique, cherche à maintenir un équilibre entre toutes ces factions. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi la dernière vidéo, je vous invite quand même à la regarder, mais je vais quand même relire le paragraphe numéro 1 pour les éventuels retardataires, puis aussi pour me le remettre en mémoire. Bienvenue en Morneval. Personne ne s'attarde en Morneval. Vous connaissez sans doute ce précepte populaire. Dormez-y une nuit et réveillez-vous gagné par une angoisse sourde que peinera à dissiper l'aurore. Dormez-y 2 nuits et soyez frappé d'abattement, de lassitude et de dépit. Dormez-y 3 nuits pour être en proie à un cruel tourment, subtil venin qui vous rongera l'âme jusqu'à la folie. C'est une région triste, froide et pluvieuse où jamais les bourrasques d'un vent gelé qui balaye les vastes étendues de landes stériles et les hauts plateaux dénudés ne s'apaisent. Des herbes folles colonisent une terre noire et lourde où affleurent des blocs de granit émoussé aux formes mystérieuses mangés de lichens sur lesquels patientent choucas ou corbeaux. Les maigres forêts, bosquets rabougris, sont éparpillés en lambeaux sinistres, lançant des fûts tordus dans la grisaille d'un ciel en berne. Des bocteaux épineux où les frênes déploient avec peine des troncs torturés qui foillent l'humus, pourrissant de leurs tortueuses racines. C'est comme si une ancienne malédiction s'était abattue sur ces terres, une damnation éternelle pour punir on ne sait quel méfait. La main griffue qui enserre entre ses doigts osseux ce territoire perdu ne relâche jamais son étreinte glacée. Rien de bon ne pousse ici. Les récoltes sont maigres, les champs infestés de chiens-dents, les troupeaux sont rares et les bêtes faméliques. On ne compte plus les vélages qui se passent mal, et le lait tourne vite. Le blé et le maïs pourrissent sur pied quand ils sont épargnés par les ravageurs qui s'abattent dès la levée. Menez-y votre cheval et voyez qu'il rechignera à avancer, lancera des ruades, hennira de terreur, les oreilles couchées, le regard fixe, et devant les fermes isolées qui émaillent ce plateau rocailleux, vous entendrez les chiens aboyer furieusement, sans raison apparente comme possédés. Aucune ville ou cité digne de ce nom ne vient rompre la monotonie de la région délaissée. Seuls des hameaux reclus, regroupements hétéroclites de masures délabrées et de rares villages austères marquent la présence humaine. Mais n'y espérez pas bon accueil. À votre approche, de fugaces silhouettes contrefaites regagneront à la hâte leurs cabanes de bois aux planches ajourées. Les habitants cloreront leurs volets grinçants, fermeront les portes à double tour. Si vous ne déguerpissez pas, ils lâcheront à vos trousses des matins féroces aux yeux injectés de sang qui vous harcèleront jusqu'au crépuscule. Après tout, vous l'aurez cherché, car pour rejoindre l'une de ces localités sans nom, il aura fallu vous aventurer dans des chemins tortueux et creux où se plaisent les fondrières encadrées de murs de ronces. Nul panneau indicateur ne vient guider le voyageur ou l'informer sur le nom de ces trous perdus.
mais peu de monde arpente ces sentiers où il est aisé de s'égarer. Finalement, on ne sait pas grand-chose des gens qui vivent ici. Ils sont discrets, parlent peu et évitent les étrangers, et personne au fond ne cherche à les connaître. La seule marque de civilisation dans cette région Oni est due à la présence de la haute chaussée des rois, qui traverse Ostérion de part en part. Le ruban pavé s'incurve au sud, contourne les contreforts des monts de Fer et tire tout droit à travers Morneval. La route commerciale permet ainsi aux caravanes marchandes qui parcourent parfois le continent de gagner un temps précieux. À intervalles réguliers se trouvent des auberges, comme autant de haltes providentielles la nuit venue. Rares sont ceux qui se risquent à veiller à la belle étoile, sauf si une solide compagnie de mercenaires les escorte. Ces haltes ressemblent davantage à des bastions fortifiés, et les prix y sont opportunément prohibitifs. L'accueil n'est jamais très agréable et les dortoirs spartiates. Mais la rigueur toute militaire de l'organisation permet de se restaurer au chaud et d'éviter les dangers qui rôdent au dehors quand s'impose le crépuscule. Si vous êtes Thrall Gaïan, allez au 11. Vous n'avez pas compté les jours depuis votre réveil dans ce monastère isolé des monts de Fer, où vous reposiez. Il y a bien longtemps que vous avez perdu cette habitude, quand bien même vous l'auriez déjà eue. Mais vous devez admettre qu'une certaine perplexité bouleverse votre nouvelle existence. À peine avez-vous émergé des songes dans lesquels errait votre esprit qu'un tourment indéfinissable vous a aussitôt étreint, un mantelet glacé dans lequel vous vous surprenez à frissonner. Pour le moment, votre résolution demeure intacte. Pourtant, l'impression d'être plus perméable à votre environnement, cette soudaine faculté à ressentir les choses anodines à laquelle vous n'auriez prêté aucune attention auparavant, vous cause une source d'incompréhension et d'agacement, comme un bourdonnement aigu et persistant dans l'oreille. Un sentiment inédit s'est installé en vous, sans y être invité. Vous ne souhaitez pas qu'il prenne trop de place, mais n'êtes pas tout à fait sûr de pouvoir le chasser ni même le réprimer. Alors notez une nouvelle caractéristique sur votre fiche de personnage, la résolution. Pour le moment, son score est de 12, mais il pourra varier en fonction de vos choix et en cours d'aventure, sans toutefois dépasser la valeur initiale. Rendez-vous. Donc voici ma petite feuille de personnage. Donc assez simple, j'ai choisi l'archétype maître de guerre. Je vais avoir quelques bonus de commandement et d'appel aux armes. Je vais avoir un bonus de plus 2 sur un D6 lorsque je vais faire des jets de corps, plus 1 en cas de jet d'esprit. Je fais 1 D plus 4 de dégâts. Et j'ai 3 en défense. J'ai 22 points de vie. Et je démarre avec 10 points d'héroïsme. Et je viens de la prendre. Donc je l'ai noté au dos. 12 points de résolution. Et je me rends au 1. Un coup d'œil sur le ciel plombé n'augure rien de bon. D'épais nuages s'amoncellent en un troupeau sauvage annonciateur d'un orage ou d'une tempête. Pas de doute, vous voilà bien arrivé en Morneval. Mais qu'importe le temps, le froid ou la fatigue, quelque chose d'impérieux se joue ici, dans ces tristes contrées où tout pousse à croire qu'un des portails majeurs d'Ostérion s'est révélé. Vous en aviez conscience dès le début de votre mission. Pourtant, à ce moment précis, vous sentez intimement le poids de la responsabilité s'abattre sur vos épaules. Une présence qui écrase tout de sa puissance hégémonique. Vous voilà désormais portant d'un fardeau, aussi précieux qu'accablant. La première tâche que vous vous êtes fixée est de rejoindre vos suivants. Au cours du voyage, de fâcheuses circonstances vous ont obligé à vous séparer d'eux. Vous étiez alors convenu de vous retrouver à l'auberge de la Halte, qui longe la haute chaussée des rois, non loin de la frontière occidentale. Un éclair aveuglant et soudain déchire l'horizon, talonné par le roulement sonore du tonnerre qui se répand en écho dans la plaine. Il est temps d'agir désormais, d'assumer votre destinée, alors que la grande voie commerciale déroule ses méandres à un jet de pierre de la forêt d'où vous avez émergé. La route trace une hideuse cicatrice sur le ventre plissé de la région maudite. Elle semble déserte.
Toutefois, comme l'averse s'abat brutalement dans un crépitement métallique, vous y distinguez un cavalier mystérieux qui chevauche un destrier aussi noir qu'un puits sans fond. Surgissant tel un cauchemar, il clopine laborieusement, affaissé sur le licol qu'il agrippe d'une seule main comme s'il était blessé ou assoupi. Si vous possédez une statuette d'argile ou simulacre représentant un loup ou un ours, rendez-vous au 13. Dans le cas contraire, c'est le 8. Donc moi, ça sera le 8. Malgré la distance, vous avez le sentiment désagréable que le cavalier vous inspecte comme si vous étiez un insecte exposé sous la loupe d'un savant qui hésiterait à entreprendre une dissection méthodique. Testez l'esprit. Bénéficiez d'un modificateur de +1, car vous ne vous laissez guère impressionner par ce regard inquisiteur. Rendez-vous au 28 en cas de réussite ou 2 si vous échouez. Alors on va faire ce premier jet. Donc les jets sur ce jeu sont très simples. Je vais lancer un dé à 6 faces. Je vais rajouter mon bonus en esprit. Et de 4 à 6, c'est réussi. Mais par contre, de 1 à 3, eh bien, ce sera raté. Allez, un premier jet. Alors là, j'ai un dé à 10 faces. Ça, c'était bon pour mon jeu précédent. Alors, eh bien, c'est raté. Direct. Ça commence super fort. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 3, c'est raté, je vais au 2. La présence de cet étrange voyageur solitaire instille en vous un malaise tenace. Vous sentez une colère mêlée de prudence rugir en vous. Instinctivement, vous empoignez le manche de votre arme. Peut-être que le cavalier perçoit la menace grandissante que vous représentez. Il tergiverse, s'agite sur sa selle, puis tire vigoureusement sur les rênes, entravant sa monture qui se cabre en hennissant. L'instant d'après, il disparaît au grand galop, avalé par l'horizon noyé de brume. Rendez-vous au 10. L'averse qui redouble dresse les grillages liquides, diluant les ombres grises des frênes éparses dans des brumes poisseuses. Cette pluie torrentielle, interminable, vous encage dans un lieu désolé et sans repère. Si vous décidez de rejoindre la haute chaussée des Rois afin de progresser rapidement, mais à découvert, allez au 16. Si vous préférez rester à distance de la route puis couper à travers les champs et les bosquets, rendez-vous au 25. Je vais plutôt couper à travers les champs et les bosquets, je vais au 25. Alors les pages de ce livre ne sont pas faciles à la reliure et plutôt de bonne qualité. Donc j'ai un peu de mal à tourner les pages et la logistique ne suit pas, j'en suis navré. Vous marchez en silence, les sens aux aguets, insensibles à l'averse. La boue s'accroche à vos bottes en paquets collants qui ralentissent votre allure. Les plateaux désolés succèdent à des coteaux raides que ravinent des ruisseaux gonflés par la pluie. Et puis l'obscurité sinistre envahit l'espace, alors qu'aucune franche clarté n'est venue éclairer cette première journée en Morneval. Déjà, le crépuscule s'annonce et avec lui le froid se renforce et mord vos chairs transis. Vous ne désespérez pas de rejoindre l'auberge et redoubler d'efforts. À distance d'un bosquet de bouleaux, une antique forteresse n'en finit pas de tomber en décrépitude. Ses remparts éventrés répandent leurs boyaux sur de pierre qui s'égrènent dans la pente, comblant en partie les anciens fossés où poussent désormais roseaux et renoncules. Quelle bataille épique a pu se dérouler ici en d'autres temps? Tralgayan allait au 17. Un lointain souvenir remonte de votre mémoire. Des sons au départ indistincts vous parviennent. Des gerbes de feu lézardent les nuées de traînées d'or et pourpre. Éclairs fugaces, étincelants. Dans le vacarme tapageur d'une explosion soudaine, le mur d'enceinte se disloque, propulsant les moellons en une pluie de rocs qui s'éparpille comme du verre brisé. Juché sur les remparts, vous brandissez Cassil. Défiez les cieux où tournoient les dragons divins qui ont lancé leur implacable offensive depuis l'aube. Les guerriers de la forteresse, aux plastrons enivrés de lumière, dressent leurs lances en une herse de fer. Vous hurlez des ordres qui se perdent dans le tumulte. L'instant d'après, les images s'effacent. Le calme de la nuit qui s'épaissit remplace les clameurs du passé. Ne reste
que les décombres grignotés de mousse et de lichen. Les pierres noircies s'amoncellent en tas informes, tandis que la haute cour est à peine reconnaissable. C'était il y a si longtemps. Une autre vie, une autre guerre. Vous allez reprendre votre route lorsque vous discernez le chatoiement indistinct d'un maigre feu de camp filtré des ruines. Vous dégainez Cassile et approchez à pas de loup. Vous surgissez dans le cercle de pierre. L'arme à la main, une silhouette confuse est allongée près d'un feu tout aussi moribond. Vous demeurez sur vos gardes, mais comprenez rapidement que le voyageur est seul. Comme vous avancez, il perçoit votre présence et se tourne dans votre direction. Cassile rejoint aussitôt son fourreau de cuir, et vous vous précipitez au chevet de cet homme que vous ne connaissez que trop bien. Reda, un primordial, tout comme vous, avec qui vous avez mené 1000 batailles. Depuis les caps venteux découpant les côtes des Hurlantes jusqu'au désert immense de Kaltar, il s'est tenu à vos côtés, son formidable marteau de guerre écrasant impitoyablement ses ennemis. Il n'est pas dans votre nature que d'éprouver ces sentiments abscons qui poussent souvent à prendre des décisions inconsidérées, voire à désobéir. Pourtant, insidieusement, un vague trouble se répand en vous, une onde de mélancolie que vous n'aviez que rarement ressentie. Diminuez votre résolution de 1 point. Je passe à 11. Découvrant les multiples blessures dont souffre votre ancien compagnon d'armes et qui le condamne certainement, vous préférez le questionner d'un ton aussi neutre que possible. Que s'est-il passé? Que fais-tu ici? Rendez-vous au 3. J'ai senti sa présence, comme toi, murmure-t-il entre ses dents. Votre compagnon mobilise ses dernières forces. Dans son regard encore ardent, on devine pourtant que s'invitent les émissaires de la mort. Morneval a été maudit, corrompu pour que l'on se détourne à jamais de cet endroit. Je n'ai pas pu localiser le portail, mais je suis sûr qu'il s'agit du plus important de tout Austérion. Il se pourrait même que ses yeux fixent le ciel et semblent contempler une chose que lui seul perçoit. Non, c'est impossible. Sa poitrine se soulève plus vite désormais, sans amplitude. Les questions se bousculent dans votre tête, mais vous savez que le temps de votre compagnon est compté. Vous le laissez poursuivre son discours décousu. Je n'ai pas eu la chance de le localiser, mais à l'est d'ici, il y a une tour penchée dont le toit en forme de dôme perce les frondaisons d'un bois dense. C'est une ancienne bibliothèque qu'occupaient des scribes. Tu trouveras là-bas des réponses. Je crains toutefois que les soldats du seigneur de la région soient déjà sur cette piste. Méfie-toi de ce baron, il est cupide et lâche. Il tente de se redresser sur ses coudes, mais n'y parvient pas. Il réclame alors à boire, et le temps que vous attrapiez une autre d'eau, il a extirpé de sa poche une étrange figurine d'argile représentant un cheval cabré. L'espace d'un instant, vous avez l'impression qu'il secoue sa longue crinière, mais ce sont sûrement les ombres dansantes que projettent les flammes du campement et la fatigue accumulée qui génèrent cette illusion. Ceci est l'une des clés. Un simulacre, il me semble, articule-t-il péniblement. Nos ennemis recherchent de pareils objets. Mais il y a aussi d'étranges cavaliers qui convoitent ces statuettes, des dévoreurs. Garde tes distances avec ces monstres, c'est leur chef qui m'a terrassé. Pourtant, j'ai pu m'enfuir et sauvegarder celle-ci. J'ignore à quoi elle sert, mais j'ai la certitude que cela est important. Et qui a pu te vaincre? Un démon, drapé d'écarlate, maniant l'astre avec une dextérité terrifiante. Vous souhaitez qu'il économise son énergie et entreprenez de fouiller dans votre sac à la recherche de quoi soulager son tourment. Je vais te soigner et te veiller, proférez-vous d'un ton rassurant. Dès l'aube, je te conduirai en lieu sûr. Non, tu es toujours aussi entêté, c'est terminé pour moi.
J'ai assez vécu et ne regrette rien. Il faut que tu réussisses là où j'ai échoué. Ma vie est sans importance. Seule la cause l'est. Sa voix devient inaudible et vous devez coller votre oreille contre sa bouche pour recueillir ses derniers mots. Va au poste de douane, sur le fleuve. Le gardien possède un simulacre. Il le cache quelque part et le vénère comme un dieu, dévoyé par son pouvoir. Et il y a cette tombe royale que je n'ai pas pu visiter dans les collines chauves non loin. Je ne serais pas surpris que tu y trouves là-bas une autre statuette. Soudain, vous entendez une série de hurlements stridents monter de ténèbres agglutinées autour de vous. Sauve-toi, ne reste pas ici, ils viennent chaque nuit et dévorent les âmes. La pâleur du visage du mourant reflète un profond désarroi. Avant tout, décidez si vous emportez la statuette, le cas échéant, prendre la carte du simulacre représentant un destrier. Si vous obéissez aux dernières injonctions de vos compagnons et quittez précipitamment l'ancienne forteresse, rendez-vous au 24. Si vous attendez patiemment que les ombres nocturnes vomissent quelques cauchemars rampants, rendez-vous au 12. Ça me paraît pas être une bonne idée pour tout vous dire. Alors, je vais prendre la statuette qui représente un destrier. Un destrier cabré que voici. Je ne m'attendais pas à cette histoire de statuette, je la pose à côté. Alors, je pense que le texte est clair, la menace est trop dangereuse, je vais me rendre au 24. Un dernier regard pour votre compagnon et vous vous précipitez à toutes jambes dans les ruines dévorées par l'obscurité. Vous franchissez un ancien porche, voûté, dont l'arche résiste encore aux affres du temps. Mais partout autour de vous, vous sentez une meute en chasse, une armée de griffes et de crocs qu'a réveillé la nuit. Si vous possédez un simulacre, rendez-vous au 15. Dans le cas contraire, allez au 26. Eh bien, je possède un simulacre de destrier, donc je vais au 15. Les créatures ne vous lâchent pas. Toute la nuit, vous cherchez à le distancer, obligé d'oxyre rapidement les plus véloces qui vous rattrapent et se jettent sur vous. Vous ne les redoutez pas, même en groupe, mais la clameur d'une folie meurtrière qui enfle indique la multitude. Vous pourriez être submergé. Évitant les fondrières, vous piquez droit dans un vallon débordé de jeunes saules avant d'accélérer l'allure sur un providentiel chemin désert. Rendez-vous au 30. Habitué aux longues courses et peu désireux de vous laisser de nouveau repérer, vous opérez un large détour avant de vous diriger vers la haute chaussée des rois à la recherche de l'auberge. L'aube vous surprend et chasse les derniers spectres de la nuit. Un soleil timide filtre à travers les frondaisons du bois que vous traversez. Les feuillages, alourdis de gouttes de pluie paresseuses, se parent de joyaux étincelants. À l'orée du bosquet, vous retrouvez enfin la grande route. Plus loin, à l'abri d'un surplomb naturel, une singulière bâtisse paraît monter la garde. En approchant, vous devinez l'enseigne qui se balance au bout de solides cordes de chanvre au-dessus du porche. L'auberge de la halte. Enfin, la chance vous sourit un peu. Rendez-vous au chapitre 2, l'auberge de la halte, page 38. Alors, page 38. Le bâtiment sévère, ramassé au pied d'un rosseau naturel, protégé des vents violents, tient plus du fortin que de l'auberge accueillante. Sa construction trapue et massive, ainsi que l'absence du charme rustique inhérent à ce genre d'établissement, n'encourage pas vraiment le voyageur à s'y arrêter. Mais nous sommes en Morneval. 4 murs épais, une écuelle de soupe chaude et du fourrage pour les montures, à l'abri dans l'écurie, sont ce que l'on peut attendre de mieux dans cette région inhospitalière. La sécurité a un prix et ceux pratiqués dans ces établissements
sont donc prohibitifs tant la nuit recèle des dangers mortels. Si vous parvenez pour la première fois en ce lieu, allez au 1. Pour une visite supplémentaire, allez au 41. Donc je vais au 1. Arrivé en vue de l'auberge, vous prenez conscience que votre quête débute ici. Une étape initiale, après des événements précipités et des questions sans réponse qui tournent sans cesse dans votre tête. Tout ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez souhaité, mais rien n'a encore entamé votre détermination. Malgré la confrontation imprévue et éprouvante avec votre ancien compagnon, ses propos parfois incohérents et l'apparition de cet énigmatique cavalier, vous êtes plus décidé que jamais à poursuivre vos recherches. Avant tout, retrouvez vos guerriers qui, vous l'espérez, attendent aux aguets, dans les parages. Vous ne serez pas de trop pour affronter les dangers de Morneval. Avant de pousser la porte de l'auberge, vous rabattez la capuche de votre main de votre manteau usé sur votre tête, afin de dissimuler autant que possible votre identité. Notez le code, une arrivée tardive sur votre fiche de personnage et rendez-vous au 10. Une arrivée tardive. Et je me rends au 10. Dans la grande pièce, au plafond bas, l'imposante cheminée centrale flambe de jour comme de nuit pour combattre l'humidité et repousser les ténèbres. L'image d'un phare balayant les flots agités d'une houle furieuse vous vient à l'esprit. Cloués aux épaisses solives noircies, des venaisons forment des chapelets de saucisses qui colportent d'appétissantes odeurs dans toute la salle commune. Des tables en chêne, aussi solides que les murs d'enceinte, sont disposées au gré de l'envie des voyageurs qui occupent l'auberge. On se regroupe par affinité, corporation, ou parfois, faute de mieux, au hasard des places disponibles. Si vous détenez le code d'une arrivée tardive, rendez-vous immédiatement au 34. Je vais au 34. Alors, par chance, à cette heure matinale, la salle commune est presque déserte. Quelques soldats en armure dépareillée vident en silence leurs écuelles qu'ils raclent consciencieusement. À leur accoutrement et leur visage, aussi burinés que balafrés, vous supposez qu'il s'agit d'une escorte de marchands qui s'apprêtent à repartir pour une nouvelle journée de convoyage. De rares tables sont occupées par des groupes épars qui chuchotent à peine comme si leur conciliabule devait rester secret. Derrière un comptoir usé, une femme de haute stature et aux yeux d'un bleu profond vous regarde entrer. Croyant que vous hésitez sur le pas de la porte, elle vous invite de la main et par un sourire un brin fatigué à choisir la place qui vous convient. Vous balayez des yeux la pièce, certains recoins restent plongés dans l'ombre, malgré le feu ardent. Lorsque soudain vous reconnaissez un visage. Si vous êtes Tralgayan, rendez-vous au 20. Osmo, vous le reconnaissez à son profil d'oiseau de proie et à l'éclat métallique qui illumine ses iris anthracites. Le capitaine chevronné s'est installé habilement dans un renfoncement obscur, à moitié caché par une large poutre sculptée de scènes de chasse. Face à la porte principale et non loin d'une des seules fenêtres de la pièce, il conserve l'initiative en cas de problème. Vous sentez son soulagement lorsque vous prenez place à sa table, comme si votre unique présence ravivait en lui une énergie nouvelle. Pourtant, quelque chose dans son comportement trahit une anxiété peu commune chez cet homme de guerre.
Après avoir commandé de quoi vous restaurer et une chope de bière rousse, vous le questionnez sans attendre davantage. Quelles sont les nouvelles, capitaine? Rendez-vous au 32. Pas très bonne en vérité. Nous avons dû affronter bien des périls avant de parvenir ici. Des groupes se réclamant de Belfroi, le seigneur de ces terres, sillonnent sans cesse le pays. Ils sont nerveux et agressifs, passant à l'attaque au moindre soupçon. Certains battent la campagne et assassinent pour un regard, ou si votre tête ne leur revient pas. Je ne sais pas ce qui se trame dans le coin, mais c'est plus important, je crois, que ce que nous supposions. Combien de guerriers reste-t-il? Une grosse poignée, 30 environ. Quelques fantassins, des tireurs et des coureurs. On s'est caché dans un bois tout proche d'ici, mais suffisamment éloigné de la route pour dresser sans risque notre camp. Il y a une source fraîche et la futaie est giboyeuse. Vous hochez la tête en signe d'assentiment. Prenez dès maintenant, si ce n'est déjà fait, les 3 cartes troupes correspondant à votre personnage. Archer, guerrier du clan et pisteur pour Al-Ashra. Arbalétrier, sécateur et éclaireur pour Trell Gaillan. Alors, on va prendre ça tout de suite. Voyons ça. Donc, vous les avez vus dans la vidéo précédente. Alors, que je fasse pas de bêtises. Que je fasse pas de bêtises. Donc voici un arbalétrier, un sétateur et un éclaireur que je vais poser à côté de mon plateau de jeu comme ceci. Quels sont les ordres? Demande impatiemment votre second. Vous réfléchissez tout en vous remémorant les événements de la nuit précédente. Si les hommes du baron de Belfroi surveillent chaque chemin et se tiennent à l'affût dans chaque fourré, arpenter la région à la tête de l'ensemble de vos forces ne fera qu'attirer davantage l'attention sur vous et conduira immanquablement à des affrontements sanglants. Or, vous n'êtes pas assez nombreux pour livrer une série de batailles hasardeuses qui épuiseraient vos rangs. Restez sur le qui-vive, prêt à agir à tout moment. Finissez-vous par décréter. Si j'ai besoin de vous, je vous préviendrai. Si vous êtes Tralgaillan, rendez-vous au 24. 24. Osmo tire d'une baluche qu'il porte en bandoulière 2 cristaux translucides aux faces polies qui rayonnent faiblement d'un chatoiement pulsatile. Des quartz d'harmonie. Ces minéraux limpides et purs ont la faculté de relier 2 esprits éloignés par la simple pensée. Connus parfois sous le nom de pierre d'appel, ils nécessitent pour fonctionner d'accomplir un rituel que vous maîtrisez. Vous saisissez chacun le couteau tiré à côté de votre tranchoir de pain et entaillez la paume de vos mains d'un geste mimétique. Les sangs mélangés inondent les cristaux avant de dégouliner dans les rainures de la table. La palpitation paraît s'accélérer frénétiquement tandis que les quartz irradient d'une intensité décuplée comme s'ils se nourrissaient de ce sacrifice. Voilà, c'est fait, conclut dans un murmure le capitaine des cultistes. Quand vous aurez besoin de nous, le cristal se mettra à luire et nous guidera jusqu'à vous. Bien, alors tenez-vous prêts. Rendez-vous au 8. L'auberge commence à se remplir et vous estimez qu'il est temps de mettre fin à cette conversation avant que des oreilles distraites ne s'y intéressent. Vous saluez votre second d'un imperceptible signe de tête et le laissez quitter la salle commune tout en terminant votre repas. La bière ambrée, légèrement amère, a un arrière-goût de miel qui vous incite à recommander une chope. Vous attendez encore un peu, et lorsque les gardes en charge de la protection de la caravane marchande se lèvent à leur tour, vous profitez de l'agitation pour vous faufiler à l'extérieur au 40.
Alors, 40. Disposez devant vous les fiches A1, A2, A3 et A4 composant une vue globale de l'auberge de la Halte ainsi que la carte de la région de Morneval. Vous pouvez continuer votre visite de l'auberge ou bien partir sillonner les routes de Morneval pour poursuivre votre aventure. Certains lieux d'intérêt sont figurés avec un nom et des indications afin de trouver facilement la page où vous devez vous rendre pour mener vos investigations. S'il est mentionné uniquement un numéro de chapitre, rendez-vous directement au début de celui-ci. Exemple, le 4, la tour de Scribe. Si un chiffre accompagne le numéro de chapitre, allez au paragraphe de ce chapitre. Exemple, la douane fluviale, 748. Il faudra commencer votre lecture au paragraphe 48 du chapitre 7, autre lieu de Morneval. Des endroits cachés pourront être révélés en fonction des découvertes que vous ferez. À noter que, sauf avis contraire, vous pouvez retourner dans un lieu déjà inspecté à condition d'en avoir visité un autre entre-temps. Vous ne pouvez pas explorer 2 fois de suite le même lieu. Alors ça, c'est bon à savoir. Alors, on va installer tout ça, chers amis. Et je vais faire une petite pause. Alors, me revoilà et j'ai été obligé de réorganiser un petit peu ma zone de jeu, donc mon livre ici, et puis la zone l'auberge de la Halte, hein, voilà, c'est clair, que je vais pouvoir examiner. Alors, j'ai la chance d'avoir le zoom de l'iPhone. C'est une aide qui peut s'avérer précieuse pour ce type de choses. Écoutez, on a le droit de se faire aider par la technique. Et donc ici, je peux rentrer dans ce cabanon. J'ignore ce qu'il abrite. Nous avons ici une autre porte. Alors, est-ce que c'est la porte de l'auberge? Je pense que oui, parce que c'est le 10. Je regarde s'il n'y a pas des numéros cachés, bien sûr. Et vous pouvez m'aider. Par ici, il y a une table où on peut manger. Alors, j'ai un petit faux jour. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Il y a une porte ici aussi, au 18. Et enfin, la dernière scène. Alors, je trouve ça vraiment excellent. Hein, vraiment... On peut vraiment parler d'un livre dont vous êtes le héros augmenté. Alors je trouve d'ores et déjà le style du livre très très bon. Le style d'écriture très très bon. Dès que j'aurai fini cette vidéo, je vais me renseigner sur l'auteur parce que c'est très bien écrit. Et je dois avouer que c'est quand même un cran au-dessus de Loup solitaire et que c'est quand même c'est meilleur quoi. Hein. Loup solitaire a un petit peu vieilli et là les mécaniques, on sent des embranchements, des différentes choses qui sont fantastiques. Donc je suis emballé, je ne sais pas si ça se sent là, mais je trouve ça vraiment très très bon. Et je trouve le roman, enfin le livre assez noir, assez dark fantasy, et ça me plaît énormément. Je ne m'y attendais pas du tout pour tout vous dire. Donc nous sommes ici, à l'auberge de la Halte, au chapitre 2. On nous a parlé, mon ancien collègue m'a parlé de la tour des scribes où peut-être une statuette serait détenue. Et il y aurait aussi une statuette dans le tombeau du roi. Je pense qu'il va falloir explorer ces 2 lieux avant d'aller ailleurs. Alors, pour commencer, je vais aller ici au 23 pour voir cette table, hein, quelque chose d'assez classique. Donc pour l'instant, je ne vais pas bouger. 23. Enfin, je n'ai pas changé de lieu, je veux dire. Alors, j'espère que ça va. Je dois avouer que ma table n'est pas assez grande. C'est quand même incroyable parce qu'elle est immense, ma table. Un groupe de guerriers hétéroclites est attablé en extérieur, le regard perdu dans le fond de leur shot de bière. L'ambiance a l'air morose et la plupart font grise mine. Si vous avez déjà rencontré ces hommes, rendez-vous au 30. Dans le cas contraire, allez au 16. Un grand chauve au visage balafré vous salue d'un coup de menton. Son plastron de cuir a sans doute connu des jours meilleurs,
mais tout trahit en lui le guerrier vétéran. Sa carrure, son regard acéré, ses mains cailleuses, son fourreau huilé parfaitement positionné à la ceinture afin de tirer l'épée et frapper de taille dans le même geste. Si vous souhaitez entamer la discussion avec ce combattant, rendez-vous au 39. Si au contraire vous ne préférez pas attirer l'attention de soldats en maraude qui pourraient appartenir aux troupes du baron de Belfroy, poursuivez votre chemin. Eh bien, écoutez, je vais aller au 39 et je vais engager la conversation au 39. Joli coin, hein, ironise le colosse en révélant sa denture de carnassier. Vous faites mine de regarder autour de vous et haussez les épaules. Eh bien, j'ai connu pire, finissez-vous par répondre. Pas nous, rétorque le guerrier. Moi et mes gars, on est venus ici car il se disait que les caravanes marchandes qui traversent cette région maudite ont du mal à trouver des protecteurs. Ils sont généralement pas trop regardants côté dépenses. Vous savez, c'est l'offre, la demande, tout ça. Et nous, ça tombe bien, on loue nos épées aux plus généreux. Vous hésitez à mettre un terme à cette conversation ennuyeuse, mais le mercenaire ne paraît pas déceler votre lassitude malgré le bâillement que vous ne prenez pas la peine de réprimer. Pardon. Bref, on a fait la route jusqu'ici, et alors qu'on campait dans les montagnes, à l'est, des créatures du démon ont surgi de la nuit et nous ont sauté à la gorge. Vous tiquez. Des créatures du démon? Ouais, des horreurs d'apparence humaine avec des griffes qu'on dirait des dagues, explique-t-il en tirant de sa ceinture un poignard effilé qu'il plante dans le plateau de la table. On s'est bien défendu, mais comme on les repoussait, on s'est rendu compte que notre bannière avait disparu. Votre bannière? Et pourquoi ces monstres l'auraient emportée? Je dis pas que c'est eux qui ont fait le coup, et peut-être qu'on n'a pas fait que les repousser, on a sûrement reculé un peu. D'étaler, chef, bugle un grand escrogriffe à côté de lui, complètement en dessous. Ferme-la, regrin. Le capitaine des mercenaires se retourne vers vous. C'est important, cet étendard, vous comprenez? C'est l'âme de notre troupe, le symbole de notre unité. Les corbeaux de l'Ost. Elle est magique, en quelque sorte. Vous avez du mal à cacher votre incrédulité. Cette fois, le guerrier perçoit votre suspicion. Pensez ce que vous voulez, mais cette bannière, c'est notre signe de ralliement depuis le début. D'une façon ou d'une autre, elle nous donne la force et la volonté. Je ne pourrais pas expliquer ça. Vous ne rétorquez rien et le mercenaire en termine. Bah, vous avez peut-être raison, ce ne sont rien que des superstitions. Mais dès que mes hommes auront pansé leurs plaies et pourront tenir en selle, on reprendra la route. Alors bonne chance, répondez-vous avant de vous éloigner. Tentez esprit. En cas de réussite, allez au 3. Si c'est un échec, poursuivez ailleurs votre aventure. Alors, est-ce que je n'utiliserai pas un point d'héroïsme pour être sûr de réussir ce test? Je vous rappelle que je dispose de points d'héroïsme, j'en ai 10, qui me permettent si je décide d'en utiliser un avant le jet de dés, de rajouter 2 à mon lancer de dés. Et si je décide de l'utiliser après mon jet de dés, ça ne sera qu'un +1. Ça ne sera qu'un +1. Ben, je vais l'utiliser avant mon jet de dés. Donc je passe à 9. Alors là, ça ne marque pas. Comment je vais faire? « 9. Allez, un jet de dés. Alors je ressors ma piste de dés. Hop, et je fais un jet esprit. Donc je vais avoir +3 sur ce jet. Et je fais 6. Et là, j'aurais dû ne pas dépenser de points, mais je ne pouvais pas le savoir, n'est-ce pas? Alors, en cas de réussite, allez au 3. Attendez, rugit-il dans votre dos. Vous vous retournez lentement.
Vous avez l'air d'être quelqu'un d'expérimenté, qui sait ce qu'il veut. Si jamais vous parvenez à mettre la main sur notre bannière, rapportez-la nous. Et je peux vous assurer qu'on vous rendra l'appareil. J'ignore ce que vous faites dans le coin et je m'en contrefiche. Mais si vous nous ramenez notre étendard, on vous suivra, mes hommes et moi, pour régler le problème de votre choix. N'importe quel problème. Il passe son index sur sa gorge de gauche à droite tout en grimaçant afin de se montrer plus explicite. Vous souriez, ou du moins essayez. Je verrai ce que je peux faire. Continuez votre aventure comme vous le souhaitez. Alors, comme je le souhaite, eh bien, je vais explorer le reste par ici. Alors, je suis désolé pour ce faux jour. Donc là, il y a un numéro 7. Alors, je ne sais pas si c'est la... Je ne sais pas si c'est l'auberge ou pas, en fait. J'ai un doute. Vous ne pouvez visiter cet endroit qu'une fois, alors c'est pas l'auberge. Vous contournez l'auberge et considérez une dépendance en pierre dont le toit en herbe exhale des fragrances d'après la pluie. L'accès est assuré par une porte pleine, aux solides vantaux de bois. Ces derniers paraissent avoir été renforcés récemment à l'aide de planches clouées en travers. La curiosité vous pousse à actionner le loquet, mais la serrure est verrouillée. Vous réessayez par acquis de conscience lorsqu'une voix alarmée retentit derrière vous. Non, ne faites pas ça, je vous en prie. Vous retournez la tête et apercevez une jeune femme aux longs cheveux auburnes qu'elle a ramassé en un chignon tressé. Vous lui trouvez un air de famille, certain avec le propriétaire des lieux, avec la propriétaire des lieux. Toutes les couleurs semblent avoir déserté ses joues et elle paraît essoufflée d'avoir couru. Il ne faut pas entrer ici, on ne peut pas, dit-elle, très vite. Il ne faut pas ou on ne peut pas. Un peu décontenancée par votre question, elle répond après un moment de réflexion. Les deux. En tout cas, mère l'a interdit. On a des soucis depuis quelque temps. Vous observez la porte comme si vous pouviez voir à l'intérieur. Si vous êtes à l'Ashra, testez prescience. En cas de réussite, allez au 19. Eh bien, malheureusement, je ne suis pas à l'Ashra. Donc je vais au 2. Si vous avez des problèmes, je peux peut-être m'en occuper, déclarez-vous sans emphase. Elle se mordit la lèvre inférieure en proie à un dilemme embarrassant. Eh bien, je ne sais pas. Mère n'aime pas être redevable. Ne vous alourdissez d'aucune dette, répète-t-elle inlassablement. Nous avons l'habitude de gérer nos affaires seuls. Si, intrigué par cette histoire pourtant domestique, vous tentez de la persuader de vous en dire davantage, tentez esprit, ajoutez 1 à votre test de dés si vous possédez le dé de bonne fortune. Ce n'est pas le cas malheureusement. Ce n'est pas le cas. Je viens de faire un 6. Est-ce que je vais refaire un 6 ? Donc pour l'instant, je n'ai pas fait tellement de jets de corps, c'est embêtant. Est-ce que je dépense encore un autre point ? Telle est la question, n'est-ce pas ? Je ne vais pas tout consommer sur le premier chapitre, c'est pas possible. Donc je ne dépense pas de points. Allez, jet d'esprit. Ou alors peut-être que j'aurai l'occasion de le dépenser après coup, si j'ai une différence, si je fais un 3 par exemple. Eh bien je fais un 3, donc je dépense un point d'héroïsme, donc je passe déjà à 8. Et j'ai réussi, donc puisque 3 plus 1. Mais non, j'ai pas besoin, j'ai plus 1 en esprit, je suis bête, j'ai failli faire une boulette. Et donnez-moi la gomme. Donc 3 plus 1 égale 4, c'est réussi. Ouf. Donc je vais au 27. Au 27, si j'arrive à me dépatouiller de ce livre.
Si vous êtes Thrall gagnant, rendez-vous immédiatement au 33 avant de poursuivre la lecture. Je ne lis rien. Mais quelle mouche vous a piqué, Thrall gagnant? Vous, le héros des 9 batailles des marches Irines, celui qui brisa le siège de Takran, le pourfendeur de dragons, voilà désormais que vous volez au secours de quelques campagnards dans une histoire insipide de soupente poussiéreuse. Diminuez votre score de résolution de 1 point. Vous retournez au 27 pour continuer la lecture du paragraphe. Ah, mais on a un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Nous sommes impitoyables, n'est-ce pas? Et on ne doit pas s'attendrir. Eh bien ça, encore, c'est un énorme point fort. Au livre. Je retourne au 27. Je ne demande rien et votre mère a raison de ressasser cet adage. Une aide opportune est acceptable uniquement si elle est désintéressée. Les mains sur les hanches autour desquelles est noué un tablier immaculé, elle vous jauge de pied en cap. Depuis 11 jours, nous avons des soucis dans la réserve, finit-elle par avouer. Elle indique du regard l'étage du bâtiment principal de l'auberge. Heureusement que le grenier n'a pas été touché, sinon nous serions déjà à court de vivres. Quel genre de problème? Et vous parlez de 11 jours, c'est précis. Elle se fend d'un large sourire. Ah oui, je me souviens bien de la date, ça a commencé le lendemain du tremblement de terre. Josh, le palefrenier, s'est rendu à la remise pour constater s'il y avait des dégâts et il a été aussitôt accueilli par une horde de rats énormes. Jamais je n'en avais vu d'aussi gros et d'aussi enragés. Il a bien failli être dévoré. Depuis, il a la fièvre et n'a pas quitté le lit. Nous avons bien tenté de chasser ces horribles intrus, mais ils sont de plus en plus nombreux et agressifs. Vous opinez du chef, une sarabande de rongeurs devenus belliqueux après le séisme. La situation que vous auriez pu ignorer prend une tournure qui éveille votre curiosité. Si vous décidez d'intervenir, la jeune aubergiste vous tendra la clé avant de s'éloigner de quelque part. Rendez-vous alors au 15. Mais bien sûr que je vais au 15. Toutes les quêtes, bonnes quêtes, commencent par des rats. Nous le savons, n'est-ce pas? Vous poussez l'un des vantaux de la porte qui résiste un moment. Avant de geindre sur ses gonds, une odeur âcre vous fiche la nausée. Comme l'endroit exhule un remugle immonde. L'arme à la main, vous descendez une volée de marche vers une vaste salle à moitié enterrée. Aussitôt, vous entendez des couinements aigus et des courses frénétiques. Une masse grouillante, hissurte, composée de centaines d'yeux, luisants, de griffes sales et de dents pointues déferle sur vous. Vous devez affronter cette armée de rats géants dont certains spécimens avoisinent la taille d'un chat. Eh bien, voici le premier combat. Alors, je regarde s'il y a autre chose de l'autre côté. On a une table d'affrontement, ok. Alors, les rats ont 18 points de vie. C'est un premier combat, je vais y aller lentement si vous m'autorisez. Il y a une défense de 1. Et pour la combativité, donc les dégâts, 1 dé. Quand ils sont légèrement blessés entre 13 et 17, ils sont blessés entre 6 et 12, ils sont gravement blessés entre 1 et 5 points de vie, ils sont morts à 0 PV bien sûr. Plus 1, tous vos tests de combat entre 6 et 12, et donc plus 2 ici. Modificateur contextuel, moins 1 point au test de combat pour le premier tour. Les rats vous assaillent en une nuée grouillante. Et il y a un modificateur spécifique, invocation sauvage, c'est un don, plus 1 au test de combat pour toute la durée de l'affrontement. Alors je n'ai pas l'invocation sauvage, malheureusement. Bon, bah écoutez, on va y aller. Donc, alors ça nous donne quoi cette affaire? Ça nous donne quoi? Donc, je suppose que je vais faire un jet de corps avec un plus 2. Alors, premier combat, on va faire un jet de corps et puis on a dit donc moins 1 pour le premier tour et ça sera le seul modificateur. Donc en fait, ça me donne un plus 1. Alors j'aime bien ces combats simples. Voilà, un petit dé à 6 faces avec quelques modificateurs, c'est super. Alors,
Je vais quand même pas dépenser un point d'héroïsme pour des rats. Ça paraît ridicule. Vous ne pensez pas? 1. Donc 1 plus 1 égale 2. Donc une fois que j'ai fait mon jet, je me rends à la page d'affrontement. Et donc j'ai fait 1 ou 2. À chaque fois que vous repoussez ces assaillants enragés, d'autres les remplacent, vous obligeant à reculer sans cesse. Subissez une blessure et souffrez d'un modificateur de -1 pour le prochain tour. Eh bien, me voilà déjà blessé par une horde de rats. Alors, que je fasse pas de conneries. C'est pas si simple en fait, hein. Donc en fait, je vais lancer le dé de combativité et puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un peu révisé les règles de combat parce que j'avais pas bien tout correctement calculé. Donc là, je subis une blessure. Je vais donc lancer le dé de combativité, donc les dégâts des rats frénétiques, moins ma défense, qui est de 3, pour savoir combien de points de vie je perds. Eh bien, je ne perds pas de points de vie, et c'est une bonne chose. Alors, tour suivant, donc je relance le dé, j'ai toujours un malus de 1. C'est pas possible. Donc 1 plus 1 égale 2, toujours. Donc je lance le dé de dégâts de mes amis les rats, et je vais retirer 3. Je ne prends pas de dégâts. Tour suivant, j'ai toujours un malus de 1 point. Vais-je m'en sortir? Je suis submergé. Un 3, 3 plus 1 égale 4. Donc là, ça change un petit peu. 4 ou 5, vous tailladez la masse grise de rat sans faiblir. Infligez une blessure à vos adversaires et bénéficiez d'un modificateur de +1 pour le prochain test de combat. Alors voilà une bonne chose. Donc il me faut un petit papier pour noter les points de vie, parce que mine de rien, c'est beaucoup plus tactique que loup solitaire, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment excellent. Donc 18 PV, et on a dit, je vais lancer, donc moi je fais 1 dé plus 4, c'est beaucoup, en dégâts. 3 plus 4 égale 7. 7, il en reste 11 points de vie. Et là, j'ai un bonus de +1 au lieu de -1. Donc, ce qui me donne un modificateur de +3. Ah, ça va le faire. 3-1, c'est quand même incroyable. Donc, je fais un 4. Je fais un 4. Et là, c'est pareil. Vous tailladez la masse grise de rat sans faiblir, infliger une blessure à vos adversaires et bénéficier d'un modificateur de +1 pour le prochain test de combat. Ah, par contre, j'ai oublié un truc. Ils ont un point de défense. Ils ont un point de défense, donc ce qui fait qu'ils sont quand même à 12. Allez, 1 d 6 plus 4 pour les dégâts. 4 plus 4, 8, moins 1, 7. Eh bien, ça nous donne un 5. Il en reste 5 points de vie. Je pense que ça va être le dernier tour. 6. 6. Alors là, c'est une blessure critique. Et donc, je multiplie les dégâts par 2 et c'est la totale. Donc, même pas on en parle. Donc, c'est réglé. Trésor, lancez un dé. Sur 1 à 4, rien d'intéressant. Sur 5 à 6, que de rats mutants trophée. Alors, si vous sortez vainqueur du combat, rendez-vous au 22. Mais je veux lancer mon dé de trésor. Alors, est-ce que sur les trésors, il vaudrait mieux pas dépenser des points d'héroïsme? Mais non. Allez. Hop. Et ben, c'est un 3. Il n'y aura rien de spécial sur ces rats. Malheureusement. Donc, je me rends au 22 après ce combat victorieux. Les derniers rongeurs refluent dans les coins de la pièce ou s'échappent par la porte avant que vous n'ayez le temps de la refermer. Posez devant vous la fiche J1 et observez l'état de la remise. Une fois votre curiosité assouvie, vous pourrez quitter l'endroit, pas mécontent de respirer l'air du dehors, tellement cette cave empeste les déjections et la pourriture. La fiche J1. La fiche J1, alors il y a un petit peu de manipulation, hein, mais il faut ce qu'il faut. J1, si je la trouve. Alors
Alors, est-ce qu'il parle de la carte ou de la fiche? J1, parce que pour l'instant, je ne trouve pas, hein, pour tout vous dire. Je l'ai trouvé. Voici la J1. Alors, nul doute qu'il y a quelque chose à trouver ici. Alors, je vois le 6, je vois le 12. Bon, on va faire tout ça dans l'ordre, hein. Alors, je la pose là-bas et je vais aller me rendre tout de suite au 6. Les rats ont pillé la remise et dévoré la plus grande partie des vivres qui étaient stockés. Le reste est désormais souillé, éventré. Les sacs en toile de jute dégagent une odeur infecte. C'est à croire qu'une tornade s'est déchaînée ici. Les débris des meubles fracassés jonchent le sol. Les amphores brisées ont déversé leur contenu qui constelle le sol de flaques poisseuses. Mélange d'huile, de vin et de bière. Un coup dur assurément pour les tenanciers de l'auberge. Alors, on va voir ensuite le 12, l'enclume. On va peut-être trouver une arme ou quelque chose. Tenir pareil commerce dans cette région où le malheur rôde toujours la nuit et en l'absence de garnison proche nécessite de tout savoir faire soi-même, de n'être dépendant de personne et surtout pas du destin. Sur l'établi, vous découvrez une pierre à meuler, une enclume, des outils divers, quelques lames tordues et des pommeaux d'épée brisés. De quoi entretenir et réparer armure et armure. Si vous êtes Tralgayan, rendez-vous au 28. Mais je suis Tralgayan. 28. Vous tirez Cassil de son fourreau et examinez d'un œil connaisseur son fil. Il montre des signes d'usure et un affûtage ne serait pas du luxe. Vous saisissez un vieux chiffon traînant au sol que vous imbibez d'huile avant de le passer sur la lame, actionnant la meule d'aiguisage. Vous vous mettez à l'ouvrage par une série de gestes précis, 1000 fois répétés. Le travail terminé, vous rengainez votre épée satisfait. Notez que pour les 2 prochains combats, vous causerez 3 points de dégâts supplémentaires à chaque fois que vous infligerez une blessure à votre adversaire. Eh bien, je vais noter ce point important, si vous êtes d'accord. Alors, 2 prochains combats, donc j'ai une arrivée tardive, 2 combats. Alors, que je note correctement, combat à +3 à chaque blessure. Il n'y a pas de case pour les notes au niveau de la feuille de personnage. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu écrire un tout petit peu plus petit ceci, et puis laisser une case pour les notes. Enfin bon, j'écris au dos, hein, c'est pas bien grave. Ensuite, alors, est-ce qu'on a autre chose ici? Bon, je veux dire, pour un combat contre des rats, je pense que c'est déjà pas mal. Je triche, hein, j'ai le zoom de l'iPhone, mais bon, je vous dirais que, étant un joueur assez moyen, j'ai besoin de cette aide, absolument. Eh bien, écoutez, moi, je ne vois rien d'autre. Donc, si vous voulez m'aider pour mon prochain essai, n'hésitez pas à me dire si j'ai loupé quelque chose ici. Mais compte tenu du contexte, je ne pense pas qu'on ait d'autre chose. Mais si, c'est pas un chiffre qui est là. 17. Alors là, il est vraiment un petit peu difficile à voir, hein. Le 17. Le 17. Voilà qui est intéressant. Vous soulevez les planches qui masquaient une brèche dans la dalle fissurée, probablement à la suite du séisme. L'ouverture est assez large pour avoir permis aux rongeurs de s'y glisser, si vous en jugez par les nombreuses traces de passage et la galerie en dessous. Ils devaient éprouver une attraction irrépressible pour cet endroit. Intrigué, vous plongez la main dans le trou. Avec une surprise non feinte, vous y retirez une statuette d'argile représentant un rat des champs qui vous fixe d'un œil expiègle, presque provocateur. Si vous le désirez, emparez-vous du simulacre du rat dans la pile de cartes. Écoutez, j'ignore si je dois ou si je ne dois pas. Pour l'instant, je prends tout ce qui traîne, hein.
clairement. Alors, j'ai le chat, le corbeau. Est-ce que je vais trouver le rat? Le voici. Le rat des champs. Donc, me voici déjà avec 2 simulacres. Alors là, je pense que c'est tout. Donc, eh ben, je vais pour l'instant continuer à l'auberge et je vais aller ici au 18. Donc dans le grenier en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, c'est pas loin. Vous ne pouvez visiter cet endroit qu'une fois. Une échelle posée contre la façade de l'auberge permet d'accéder à un grenier. On y stocke les vivres et toutes les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. À votre arrivée, les fermiers déchargent une montagne de sacs de farine d'une charrette attelée. Soufflant et pestant, ils s'échinent à les hisser à bout de bras jusque sous la fêtière. Si vous souhaitez échanger quelques mots avec eux, rendez-vous au 43. Si vous préférez passer inaperçu, éloignez-vous du grenier. Et comment 43. Attendez, que je ne me trompe pas de... Voilà, il ne faut pas changer de chapitre par inadvertance. Le plus âgé des fermiers profite de votre arrivée pour consentir à une pause, admonestant les plus jeunes afin qu'ils poursuivent le travail. Il éponge son front ruisselant de sueur du revers de sa manche, tout en vous informant que lui et ses fils viennent du moulin Mine Trogor, situé à quelques lieues au sud d'ici. Vous lui demandez comment vont les affaires et son visage se tord aussitôt de contrariété. Ben, ça pourra aller mieux, pour sûr. La Miliguet, vous comprenez qu'il s'agit d'un cours d'eau, ne donne rien de bon depuis quelque temps. Son débit, je veux dire. Elle coule à peine depuis ce maudit tremblement de terre. Et ce que vous voyez là, dit-il en désignant du doigt le chargement de sacs en toile de jute, c'est tout ce qui nous reste, les dernières réserves. Il n'y aura plus de farine après ça. Il ne connaît pas la raison du tarissement de la rivière, mais son histoire éveille votre curiosité. Sans rien lui promettre, vous lui répondez que si votre voyage vous amène à passer par son moulin, vous jetterez un œil. Bah, n'hésitez pas, car nous, on ne sait plus quoi faire, se lamente-t-il avant de rejoindre ses fils aux joues cramoisies par l'effort. Ajoutez la carte lieu numéro 1 sur le plan de Morneval, afin de localiser le moulin Mine Trogor, puis continuez votre quête. La carte lieu numéro 1, eh bien écoutez, la carte lieu numéro 1. Alors il y a 8 cartes lieu, sachez-le, donc la voici. Et ça c'est super. Alors, le moulin Mine Trogor est apparu donc sur ma carte et c'est au chapitre 7 au 35. C'est fantastique, c'est fantastique. J'adore ce jeu, j'adore ça. Je vais faire une vidéo dithyrambique sur la chaîne principale parce que pour partager mon enthousiasme, et c'est pas souvent, pour tout vous dire. Parce que trouver une aussi belle aventure au recoin d'un simple livre-jeu, bah, je trouve ça vraiment excellent. Alors, je la mets ici. Alors, il faudrait, vous voyez, une petite pastille autocollante, à la limite. Ça serait pas mal. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et puis, on va continuer. On va continuer. Alors, ici, j'ai exploré tout. Enfin, j'ai exploré tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas une... Non, sur cette porte, il n'y a pas de chiffre. Je ne le vois pas. Donc, la table, on l'a faite. La fenêtre, on n'en parle pas. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Je peux retourner dans l'auberge au 10, mais pourquoi faire? Ça ne m'emballe pas. Je vais plutôt aller au 29 dans le petit cabanon, peut-être trouver mon cheval ou quelque chose comme ça. Donc je vais au 29. Si vous visitez ce lieu pour la première fois, rendez-vous au 37, sinon ça sera le 9, le 37. Des hennissements affolés vous poussent à pénétrer dans l'écurie. Les chevaux piaffent d'impatience dans leur stall.
En proie à une panique soudaine, il lance de violentes rohades contre les cloisons de bois les emprisonnant. Là, une ombre se faufile dans le fond du bâtiment. Un tire-laine, peut-être, occupé à fouiller les fontes des montures, ou un coupe-jarret qui se serait glissé dans l'obscurité dans le but de surprendre un client grisé par l'alcool. Vous hélez le visiteur, mais la silhouette s'échappe déjà. Vous vous élancez à sa poursuite. Après une courte course, il se jette sans hésiter à travers une ouverture au volet fermé qui vole en éclats. Parvenant à votre tour dans l'ouverture, vous poussez un juron en découvrant le fuyard emmailloté dans des guenilles bondir sur un destrier aux naseaux écumants de sang. Moins grand et massif que celui rencontré sur la haute chaussée des rois, il arbore la même apparence hideuse et repoussante. Piquant des deux, il disparaît au triple galop. Ainsi, il y a plusieurs de ces êtres malfaisants qui rôdent dans les parages. Vous ignoriez tout de leur existence jusqu'à votre arrivée en Morneval. Tout en cherchant à comprendre les motivations de ces cavaliers, vous quittez à votre tour les écuries songeurs. Je vais y retourner pour explorer l'autre paragraphe. Et donc, je vais aller au 9. Le calme est revenu dans l'écurie, mais vous remarquez avec étonnement le peu de soin apporté aux chevaux des clients. Plusieurs stalles sont sales, débordant de crottins qui empestent l'air. Dans plusieurs autres, le fourrage vient à manquer. Des montours toujours scellés attendent leur tour et un certain désordre règne partout où porte votre regard. Soit le palefrenier est peu scrupuleux, soit il n'a plus mis les pieds ici depuis des jours. Ne découvrant rien de notable, il ne vous reste plus qu'à quitter l'écurie. Je ne crois pas qu'il soit utile de retourner à l'auberge, enfin j'ai jeté un œil, donc j'ai toujours le code d'une arrivée tardive, ce qui fait que les paragraphes ne sont pas changés. À noter que l'auteur peut-être de ce livre-jeu pourrait s'inspirer de Forge Divine pour compter les arrivées en fait sur les paragraphes, puisqu'il y a un système très habile dans Forge Divine. Et bien que ce livre soit déjà très habile, peut-être qu'on peut encore l'améliorer. Donc je vais aller, je vais tenter le moulin, hein, qui après les rats, je pense, sera accessible. Donc je vais au chapitre 7 et je vais au 35. Alors, chapitre 7. Chapitre 7. Alors, où est-ce que je vois les numéros de chapitres? Ça, c'est un peu plus difficile. Chapitre 6. Alors, je prends le livre, excusez-moi, pour aller un peu plus vite. Alors, il y a le nom des chapitres, mais il n'y a pas... Donc, du coup, j'ai un peu de mal à le repérer, en fait. Ce chapitre 7. Bon. Le voici. Autre lieu de Morneval. D'accord, ok, j'ai compris. Ça sera le 35. Le 35. Le moulin. Alors là, je ne vous dis pas, ça va être dur à tenir. Le moulin de mine Trogor. Un mauvais chemin creusé d'ornières vous amène à travers des coteaux en friche. Le long des pentes, vous devinez encore des lignes de sarments abandonnés. Vous vous demandez ce qui a pu pousser les habitants à délaisser ces terrains rocailleux où devait se plaire la vigne. Le moulin apparaît en contrebas d'un versant accidenté, accroché à la berge d'une rivière. Une large combe silencieuse s'ouvre devant vos yeux. Mais comme l'avait expliqué le meunier du cours d'eau, il ne subsiste plus qu'une cicatrice boueuse qui balafre la terre argileuse et les champs environnants. Reste à savoir ce que vous pouvez accomplir pour arranger cette situation. Et à bien y réfléchir, quel est même l'intérêt de votre présence ici? Si vous êtes Tralgaillan, perdez un point de résolution. Posez la fiche G1 devant vous et explorez l'endroit. En plus de vos investigations aux abords du moulin, vous pouvez aussi longer la rivière vers l'amont ou à l'inverse descendre dans la vallée. À tout moment, vous pouvez décider de quitter les lieux. Alors, je vais aller chercher la G1, n'est-ce pas? Alors, la G1. Est-ce qu'elle est loin?
La G1, la voici. Voici ma fiche G1. Vous étiez impatient de la voir, n'est-ce pas? Donc je peux aller vers l'amont ou vers l'aval. Mais bien entendu, je vais certainement explorer quelque chose ici. Alors je fais on va dire un regard circulaire sur la fiche de façon à rapidement détecter des numéros si j'en vois. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Heureusement que je m'aide parce que j'ai pas... Ah, ouais, il y a un 192 ici qui est bien caché. Mais j'ai des yeux de quinca, donc si vous voulez, il me faut bien de l'aide, hein. Alors apparemment, on ne peut pas rentrer dans le moulin, je ne vois pas de chiffres. Ici, il y a le 50. Eh bien, je vais commencer par examiner le 50, si vous êtes d'accord. La rivière a littéralement disparu. Il ne subsiste d'elle que de rares flaques, éparpillées dans un lit asséché qui se fissure comme de la faïence brisée. Des corbeaux se disputent en croissant les cadavres de truites, perches et anguilles. Face à l'ampleur du phénomène, vous ne pouvez que constater à quel point le cours d'eau devrait être poissonneux. L'origine de ce désastre, cependant, ne peut pas simplement être imputée à un manque de pluie. La région est copieusement arrosée par de fréquentes averses et les champs environnants sont détrempés. Il y a forcément une autre explication. Ok. Donc je vais explorer l'autre numéro, c'est 192. Si j'ai bien suivi. Alors, est-ce que je me trompe? Peut-être 152. Je regarde, je vérifie qu'il n'y a pas de 192. J'ai pu me tromper, il n'y a pas de 192. Alors, attendez. 102 et non 192. Absolument. 102. L'appentis est en bien mauvais état. Un des fils du meunier est occupé à réparer l'une des pales de la roue du moulin, profitant de cet étiage incompréhensible. Il ne cache pas sa perplexité, mais vous remercie sincèrement d'être venu essayer de résoudre le mystère de la rivière évanouie. C'est tout? Alors, a priori, pour savoir pourquoi la rivière est tarie, il va falloir aller vers l'amont, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc je vais aller explorer vers l'amont et je vais donc aller en 138. Empruntant un chemin de halage caillouteux, vous remontez le cours d'eau asséché sur plus d'une lieue. Le triste spectacle reste partout le même, tandis que vous parvenez à l'orée d'une forêt de hêtres qui se dispute une terre noire à des épicéas. Éclaboussés de lumière, les sous-bois sont constellés de rochers arrondis, bordés de mousse. La progression le long des berges, dans la futaie, est plus laborieuse, tandis que les taillis de ronces sont denses. Alors que vous songez à renoncer, le grondement d'une chute d'eau toute proche vous enjoint de continuer encore un peu. Au méandre suivant, vous découvrez un spectacle étonnant. Un gouffre béant, aux rives pulvérulentes, crève le lit de la rivière. De larges fissures naissent en bordure, labourent le sol chahuté de noirs sillons, signant par leur empreinte l'origine sismique du phénomène. En une cascade indomptée, le courant se jette tout entier dans l'abîme qui l'entraîne sans espoir de retour dans les entrailles d'Austérion. Colmater une telle crevasse, aussi éloignée des chemins presque inaccessibles, constituerait assurément une tâche colossale, un travail de forçat nécessitant d'importants moyens que le meunier n'a sûrement pas. Notez le code Aven avant de redescendre pensif jusqu'au moulin. Consultez encore une fois la fiche G1 afin de procéder à un nouveau choix, à moins que, lassé par cette affaire, vous ne préfériez
quitter définitivement les lieux. Alors je vais noter le code AVEN si vous êtes d'accord. AVEN. Et je vais explorer donc Laval en 95. Vous suivez la pente qui s'accentue peu après le moulin. Délaissant les champs de blé, le lit du cours d'eau dévale bientôt dans une cluse étroite désertée par la lumière. Des surplombs massifs de calcaire gris, saillant des parois, occultent parfois entièrement le ciel au-dessus de votre tête. Un panneau en bois, fiché de guingois, dans la butte bordant le chemin caillouteux que vous apportez, indique gorge de Locarne. L'humidité comme l'obscurité se renforcent, mais la rivière reste obstinément à sec. Au fond de la vallée, les berges s'évassent dans une plaine alluviale colonisée par les broussailles de saules et de myricaires. Vous remarquez une quantité assez impressionnante de carcasses de poissons, parfois amoncelées en tas grossiers, tandis que des traces de pas énormes impriment l'argile des prairies et les rives effondrées. Hormis quelques renards curieux et écureuils fuyants, l'endroit est désert. Si vous souhaitez continuer votre recherche jusqu'à la tombée de la nuit, allez au 130. Au contraire, si vous estimez que vous ne pouvez plus rien pour le meunier et ses fils, il est alors préférable de quitter pour de bon la vallée ténébreuse et sa rivière évaporée. Eh bien, je pense qu'il vaut mieux que je quitte la rivière. Ça me paraît clair. Enfin, c'est pas le fait de quitter la rivière qui m'embête, c'est de rester ici la nuit. Puisqu'on m'annonce depuis le début que rester ici la nuit peut être très dangereux. Donc je vais m'arrêter là et je vais d'ailleurs faire une petite pause si vous m'y autorisez. Donc je pense que la suite fera l'objet d'une deuxième vidéo parce que c'est copieux, hein. C'est extrêmement copieux et extrêmement intéressant. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère, pour la suite de cette aventure sur les veilleurs.